de la même hauteur que le mode d'enseignement présentiel. Okay? Donc, bon, je vois aussi qu'il y a des gens qui viennent. Je dois les accepter. Alors, donc la dernière fois, on a survolé différentes périodes historiques de développement de la microbiologie en tant que science et discipline faisant partie de la biologie. Alors donc, avec le temps, la microbiologie a commencé à évoluer, à émerger en tant que science proprement dite, qui s'intéresse aux micro-organismes. Donc, il faut rappeler que le caractère commun entre les êtres vivants étudiés par la microbiologie, c'est leur taille. C'est-à-dire, ce sont des organismes infiniment petits, ils sont invisibles à l'œil nu. Pour les mettre en évidence, il faut toujours utiliser un moyen de processement de taille, tel qu'un microscope ou une loupe. C'est clair? Donc ça, il ne faut pas l'oublier, ok? C'est ça la base de la microbiologie. Et c'est la raison pour laquelle chaque fois on le dit, on le répète assez souvent, que c'est la condition sine qua non qui a permis à la microbiologie d'émerger en tant que domaine de connaissance particulière. Okay? Alors, aujourd'hui, nous allons voir à quelle époque les gens se sont rendus compte de l'importance du rôle des micro-organismes dans certains processus, que ce soit naturel ou processus déjà provoqués par les micro-organismes. C'est le cas, par exemple, de la fermentation. Donc, lorsqu'on dit fermentation, c'est quoi? C'est le fait de convertir un produit alimentaire ou bien une source carbonée en acide organique dans des conditions en absence d'oxygène. Okay. Maintenant, c'est un mode de production énergétique qui se fait en absence totale de l'oxygène. Bon, il y en a différentes manières de la fermentation, différents produits de la fermentation, selon tout d'abord le produit mis en œuvre, et aussi selon le micro-organisme impliqué, leur aptitude enzymatique, voilà, et le milieu dans lequel existe ce micro-organisme. Okay. Mais lorsqu'on dit la fermentation, tout le monde est d'accord que la fermentation, c'est un fait d'origine microbienne. Ça veut dire la fermentation, généralement, lorsqu'on entend fermentation, ça veut dire qu'il y a des micro-organismes qui fermentent un produit en donnant naissance à un autre produit de caractéristiques et de qualité différentes du produit initial ou bien primaire. C'est clair? C'est clair par rapport à la définition de la fermentation. Okay? Donc, il faut se mettre d'accord sur ça. Voilà. Vous voyez là? Donc, voilà. Donc, tout d'abord, avant le 18e siècle, avant le 18e siècle, la fermentation était considérée comme une œuvre chimique. Ça veut dire c'est une réaction purement chimique. Et cela a été bien défendu par Lavoisier. Vous connaissez Lavoisier? Lavoisier, c'est le chimiste qui a mis ce qu'on appelle le tableau périodique des éléments chimiques. Donc, les différents éléments chimiques, voilà, ont été recensés par Lavoisier dans un tableau qui comporte l'élément chimique, leur numéro atomique, nucléaire et d'autres caractéristiques. Okay? Donc, alors, la fermentation auparavant était considérée comme une action chimique, une réaction purement chimique. Et personne ne croyait au fait, ou bien à la réalité, que les micro-organismes pourraient être aussi responsables de la fermentation. Alors, la fermentation la plus connue à cette époque-là, c'était la fermentation alcoolique.
C'est quoi la fermentation alcoolique? Parce qu'il y a la fermentation lactique, il y a la fermentation alcoolique, il y a la fermentation acétique, la fermentation propanonique, butyrique, ainsi de suite. Alors, selon le produit final. Lorsqu'on dit la fermentation lactique, ça veut dire que c'est l'acide lactique qui est le produit abondant. Ce n'est pas le seul produit des fois. Des fois, il compte le produit majoritaire et des fois, il compte en grande quantité, il compte majoritaire, mais il compte aussi secondé par d'autres produits naissants de cette fermentation. Okay? Donc, la fermentation alcoolique qui donne naissance à l'alcool, lorsqu'on dit l'alcool, ça pourrait être éthanol, méthanol ou autre. Okay? Propanol, ainsi de suite. Mais la fermentation alcoolique la plus connue, c'est la fermentation qui donne naissance à l'éthanol. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle quoi? Lorsqu'on dit la fermentation alcoolique, est-ce que vous connaissez un processus dans lequel la fermentation alcoolique est intervient? Donc, c'est la production d'une boisson alcoolisée. Il y a إنتاج المشروبات الكحولية. Ok. Le vin, la bière, le cidre, bon, les différents types de produits, des boissons alcoolisées ou bien souvent les spirituels. On peut les nommer aussi les spirituels, les produits spirituels. Ça veut dire المشروبات الروحية كما نقول. Ok. Donc, oui. Monsieur. عاود النقطة تاع حمولي نفسه. النقطة نتاع هذا الاكسبيريمونت تاع الكوليك. Donc, le processus le plus connu dans lequel la fermentation alcoolique intervient, c'est la production des boissons alcoolisées. إنتاج المشروبات الكحولية يتم عبر التخمر الكحولي. اوكي؟ دونك عندما نقول تخمر الكحولي لازم نعرف واش هي العناصر اللي تدخل في هذا التخمر الكحولي، معناتها واش هي المواد الأولية، واش هي العناصر البيولوجية ولا الكيميائية الفاعلة التي تحول المادة الأولية إلى مادة نهائية والتي تكون على شكل كحول. Donc, auparavant, ça veut dire pendant le XVIIIe siècle et même au début du XIXe siècle, c'est-à-dire les 1800, Lavoisier était parmi les gens qui pensaient que la fermentation alcoolique, c'est un processus purement chimique. Ça veut dire on a le sucre, ok, que ce soit le type de sucre, soit saccharose, fructose, c'est-à-dire les monozytes et les polyosites, سكريات ثنائية معقدة وغيرها أو الأحادية. Donc, à partir de ce sucre-là, il y aurait une action chimique, يعني لازم يكون فاعل كيميائي اللي يحول هذه المركبات السكرية إلى كحول. Donc Lavoisier كان يعتقد أن هذا البروسيسيس سي بيرمون شيميك. أنت كل شيء يتم بعناصر كيميائية. Okay? Mais c'était en 1856, Louis Pasteur, bon, c'est le fondateur même de la microbiologie, il a été sollicité par un producteur d'éthanol à partir du sucre de betterave. Donc il a lui dit que j'ai un problème de production. Quel est ce problème-là? Donc j'ai le sucre de betterave. Normalement, je devrais avoir de l'éthanol à partir du sucre de betterave. Parce que le sucre de betterave était la source de sucre qui sera convertie pour donner l'éthanol. Donc dans l'état normal, dans l'état de production normal, le sucre de betterave se convertit en éthanol. Mais suite à une altération chimique, à une contamination initiale du sucre de betterave, au lieu que le sucre de betterave donne de l'éthanol, alcool, cette fermentation a échoué et a donné naissance à un produit qui a un goût divers de l'éthanol. C'est quoi ce produit-là? C'est l'acide lactique. Ça veut dire au lieu que le vin aurait un goût comme ça alcoolisé, en revanche, il a eu un goût qui est un petit peu acide, aigre, aigre et acide. Ça c'est dû à quoi? Ça est dû à la présence simultanée de l'éthanol accompagné de quoi? De l'acide lactique.
Pourquoi? Parce que le betterave, le sucre de betterave a été contaminé par des agents biologiques. Donc, et cette fois-ci, Louis Pasteur a parvenu à déterminer quel était le problème dans cette chaîne de production. Pourquoi? Le sucre de betterave a été converti non seulement à l'éthanol, mais aussi à l'acide lactique. Il a fait ses recherches et il a démontré la présence, en plus de levures, parce que les levures romains qui font la fermentation alcoolique. C'est eux qui convertissent quoi? Qui convertissent le sucre de betterave en éthanol. Mais suite à la contamination du sucre de betterave avec les bactéries lactiques, l'éthanol a été produit en compagnie avec l'acide lactique. Lorsque Louis Pasteur a examiné le vin des levures, ok, et il a trouvé aussi, avec les levures, il a trouvé aussi quoi? Des bactéries lactiques. Okay? Lui, il a parvenu à faire la distinction entre les levures et les bactéries lactiques. Alors, qui pourrait nous dire comment Louis Pasteur a parvenu à ce résultat? Donc, essayez d'exploiter les données qu'on a présentées la dernière fois pour dire comment Louis Pasteur a parvenu à déterminer la cause de cette fermentation échouée. Pourquoi? L'acide lactique a été produit en association avec l'éthanol. Alors, qui pourrait nous dire ça? Alors, essayez de connecter les données qu'on a eues la dernière fois avec ces données nouvelles et vous allez facilement déterminer comment Louis Pasteur a trouvé que la cause ou bien la raison de cette fermentation échouée, ce sont des bactéries lactiques. Allez-y. Bon, j'attends vos réponses, s'il vous plaît, pour avancer. Rapidement. Qui veut prendre la parole pour me donner une réponse? Allô? Monsieur, quelle est la question? La question c'est كيف قلنا احنا الاشكال وش هو؟ الاشكال انه احنا بغينا نعرفوا دور الميكروبات في بعض العمليات التي يدخل فيها الغذاء. يعني ممكن الميكروبات قبل هذا الوقت ما كانش الناس تعرف ان الميكروبات تقدر تحلل التغذيه. S'il vous plaît, pour moi, le son est bien. Probablement, le problème vient de votre part. Donc, je répète, on a dit qu'on veut savoir le rôle que jouent les micro-organismes dans la production des aliments et même dans la fermentation et l'altération des aliments. À cette époque-là, en 1856, Louis Pasteur a été devant un problème. كان امام واحد المشكله، هذه المشكله شكون عرضها عليه؟ عرضها عليه صاحب مصنع كان يصنع المشروبات الكحوليه، كان لو فان. هو عاده المشروب الكحولي هذا لو فان منين يجيبوه السكر تاع البيتخاف كان سكر، اوكي بون البيتخاف سي با كان سكر، البيتخاف يجيبوا البيتخاف وهذا البيتخاف يحطوه في بعض الظروف يزيدوا له شويه ماء، من بعد ابخي كالكو جور يلقاو بلي هذاك الماء تحول الى فان. Ok, maintenant le sucre plus l'eau, ça va donner un vin. Et le vin, ok. Mais c'est un problème. C'est quoi le problème? Je vois le problème, Nesra. S'il vous plaît, laisse-moi donner une réaction. Je ne sais pas est-ce que le corps en passe entre nous ou quoi ou non. تحصل بسرعة على هذا، تحصل بسرعة كشغل تسرع ان تخمر هذاك اللوفا في الساعة. عليها حط سؤال وشو السبب نتاع البكتيريا؟ ما نقولش تخمر، نقولوا لأنه هو أصلا الخمر يجي من التخمر، أوكي. لكن لوغو نتاعو، لوغو المذاق نتاعو كان مختلف على لي فان. حامض. بون لوغو هذا دوفيان أسيد، il est devenu acide، حامض. نورمالمون ما يكونش حامض، أوكي، نو يكون الكوليزي. لو بي اش نتاعو يكون entre 5 et 6. اوكي باسكو لازم نفرقوا بين الحامض والكحول. الكحول كي تذوقوا ما تلقاش حامض، سي كلير. ne présente pas une acidité, mais l'alcool est acide. Mais l'acide lactique est acide, donc un goût acide. C'est comme le lait. Donc هذا le producteur صاحب الزين
il a exposé ce problème à Louis Pasteur. Quand il dit voilà, j'ai un betterave qui, au lieu qu'il me donne le vin, attendez un vin avec un goût modifié. Il voit un goût acide. Quelle est l'origine de ce problème-là? Donc Louis Pasteur, quelle est la raison de ce changement du goût? C'est là que alors, bon. Étant donné que les maths sont une réponse, je vais vous donner la réponse directement. Donc Louis Pasteur, il est intelligent. Qu'est-ce qu'il a fait? أستاذ Oui. أستاذ ممكن أستاذ داك حمض لاسيد لاكتيك اللي في البيتراف مع لو سكر كيتحللوا وكي كانوا في ديك الظروف يعني نتاع الظروف نتاع المهيئه باش يتخمر داك الماء داك مع البيتراف هذاك علاه نورمالمون جات نورمال زعما ال دون لو غو اسيدي. Acide, oui. C'est pratiquement tout ça. لا أستاذ، Oui, comme يمكن أستاذ كيشغل هذيك البكتيريا اللي كانت في هذاك اللوفان هذاك مع البيتراف كما نقول حنا يمكن انها ماتت عليها طلقت لنا هذيك الحموضيه. ça ne devrait pas être de cette manière-là. Non. Monsieur, on a déjà une explication. Oui, Mamouni. ممكن لي ميكرو اورغانيزم مسؤولة على تخمر البيتراف وتحولوا لاسيد لاكتيك كانت غايبة تحولوا للايثانول وجات في بلاصتها الميكرو اورغانيزم اللي تحولوا لاسيد لاكتيك ou bien carrément sont simultanés. معناها لا بريزون سيمultanée. معناتها هذاك البيتراف البروبليم قادر يكون من البيتراف، البروبليم كان قادر يكون من الماء ايضا اللي يتخلط مع البيتراف. اوكي. ليسونسيال وي ليسيموا كونتينيي ليدي. نورمالمون هو داك نورمالمون تحول لا تشغل به واحد تاع اسيد نورمالمون كيما هكاك. وي attends laissez-moi s'il vous plaît expliquer. Donc je disais que le problème pourrait être de différents aspects, ok. Mais là, on peut expliquer ça scientifiquement, ok. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire au lieu que l'éthanol يكون وحده كاين l'éthanol معاه l'acide lactique. حنا نشوفوا شكون يدير لنا l'éthanol وشكون يدير لنا l'acide lactique. Donc Louis Pasteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un vin مليح ou il a pris aussi de l'autre côté un vin avec un goût modifié, avec le goût modifié. Un goût amer ou bien un goût aigre. Rappelez-vous ça. Aigre, hamd. C'est clair? Donc, qui fait le vin normal, le café seulement les levures, des prélèvements et tout la culture, خرجغي des levures. Ou les levures, quelle est la différence entre les levures وش هو l'aspect particulier نتاع les levures? Les levures j'ai شوية كبار ويكونوا avoïdes. C'est clair? Les levures ont une forme typique. Ils sont un petit peu ovoïdes et elles sont plus grosses que les bactéries. Ça, le vin normal, le café et les levures, c'est le vin contaminé, bien le vin avec le goût changé, modifié, ou le café. Les levures, mais on accompagne de levure le café des bactéries. C'est clair? Donc vous voyez comment Louis Pasteur a raisonné. Il a raisonné d'une manière très logique. Et c'est par la suite que Louis Pasteur qui a arrivé à la conclusion qui dit que les micro-organismes sont aussi capables de faire une action microbienne, c'est-à-dire les aliments, en changeant les aliments de leur aspect initial. Et il a publié ses résultats dans un ouvrage qui s'appelle Fermentation, la fermentation lactique. Il a expliqué comment les bactéries lactiques pourraient utiliser le sucre, les sources de sucre, pour produire de l'acide lactique. Okay? Il a aussi multiplié ses recherches sur le lait fermenté. Il a trouvé que ces mêmes bactéries qui ont contaminé le vin pourraient aussi contaminer le lait et pourraient changer le lait, même un lait adi, il a un lait
acidifier ou bien les fermenter. Et à partir de ce moment de l'histoire, on a pu craindre au rôle que pourraient jouer les micro-organismes dans la production des aliments et aussi dans l'altération des aliments. Donc, j'espère que j'étais clair. Okay? Alors, nous devrons avancer un petit peu. Alors, donc on a dit que la fermentation échoue à raison de la présence d'un micro-organisme responsable de la fermentation lactique au lieu de la levure qui est responsable de la fermentation alcoolique. Donc c'est ça la réponse. Et Louis Pasteur, il a déterminé de façon très pertinente et très claire l'origine de la contamination du vin. Okay? Pasteur, il a publié ses travaux dans un ouvrage qui s'appelle Mémoire de la fermentation lactique en 1857. Okay? Donc, une fois un travail scientifique est publié, tout le monde va bouger, surtout le monde scientifique. Il va être un petit peu comme. Ça veut dire, ce sont des notions nouvelles, ce sont des informations nouvelles, et ça va ouvrir l'appétit aux chercheurs pour aller vraiment étudier d'autres types de produits alimentaires. وحوصوا على بزاف لي برودوي اليمونتير لقاو باللي فيهم لي بكتيريا لقاو بلي هذوك لي بكتيريا سون كابابل ا برودوير لي زاليمون او بيان ا لي كونتاميني كلير دونك بدات الناس الان تفهم انها كومون بوتون اميوري لا كونسيرفاسيون دي زاليمون فهمتها ولاو يعرفوا انه pour conserver les aliments il faut les mettre à l'abri des micro-organismes باش نحافظوا على الغذاء نتاعنا يكون سليم لازم نحموه من واش من لي ميكرو اورغانيزم باسكو لي ميكرو اورغانيزم كي لقاو لو برودوي اليمونتير حيستعملوه ويعفنوه ils vont altérer ce produit alimentaire. Okay? Donc ça c'est par rapport au rôle attribué aux micro-organismes dans la fermentation. Okay? Voilà. Juste après, les gens ont aussi arrivé à la conclusion que les micro-organismes pourraient aussi avoir un rôle dans l'altération des aliments. Donc, auparavant, il y avait ce qu'on appelle des connaissances empiriques sur la conservation des aliments. Qu'est-ce qu'on entend par les connaissances empiriques? وش معناتها les connaissances empiriques؟ معناتها هي عبارة عن معطيات معناتها تجريبية جاية غير من الواقع، جاية غير من l'expérience et l'observation, sans déterminer réellement quels sont les faits. Alors, quels sont les responsables de ce phénomène? C'est clair. هذوما les connaissances empiriques. معناتها معطيات راهي كاينة في الواقع نعرفوا الملاحظة نتاعها إيتو مي ما نقدروش نعرفوا نحددوا الأسباب الحقيقية لها. C'est clair. تعرفوا كيفاه نقولوا أن ابن سينا كيفاش قدر يحط المستشفى في مكان اللي نسبة التعفن فيه ناقصة. تعرفوها القصة ما تعرفوهاش؟ كيف كنت شفت استوعب؟ هنا ولا لا؟ أنا هنا أستاذ أنا هنا. أنا. نعم أستاذ. بون يقولوا يعني في العصيان هناك. تعمل الاستوعاب يا أستاذ. يعني المستشفى المفروض يكون في مكان نسبة التعفن والتلوث تكون ناقصة. علاش؟ لأنه qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on va faire des opérations, حنديروا des ouvertures, etc. معناتها لازم الوسط يكون على الأقل يكون نظيف ما يكونش معقم. ويقولوا أنه عالم باش يختار المكان الأنسب للمستشفى نتاعو واش دار؟ جاب دي فيون، جاب دي موسو دو فيون وحطهم باغ اكزومبل في بوان إكس والاخرى بوان إيكغيك زاد أسي دو سويت. معناتها وحده باغ اكزومبل حطها في تيليدار، وحده حطها في ولاد إبراهيم، وحده في ولاد حماد، وحده في بودا أسي دو سويت. سي كلير. من بعد جا في نفس الفترة مثلا بعد يومين ولا ثلاثة وجا راح شاف اللحم تاع تيليدان، لا فيوند كي تي ديبوزي ولاد إبراهيم، بودا أسي. الموسو دو فيوند اللي لقاه موان التيغي هذاك هو المكان اللي اختاره. معناه يقول هذا المكان نظيف، يعني هذا المكان اقل تعفن من الامكنه الاخرى اللي ممكن لا فيوند يتعفن بها بطريقه سريعه. كلاه بون الناس كانت تعرف التعفن، ما كانوش يعرفوا ان لي ميكرو اورغانيزم هما لي ريسبونسابل دو الالتيراسيون. كلاه معناتها سي لويس باسور، سي لوي كي découvert pour la première fois que les micro-organismes sont responsables des altérations. Et lui, qu'est-ce qu'il a proposé? Il a proposé une manière pour préserver les produits alimentaires
à l'abri de l'action microbienne. Bon, cela a été fait aussi suite à une consultation. Louis Pasteur a été consulté par un marin, marin qui هو البحار sailor كما يقولوا بالانجليزي. Bon, تعرفوا انه comment il s'appelle نابليون بونابرت كان يدير لي كومباني، كان يدير الحملات الاستعماريه هذه سكلا، كان يدير الحملات الاستعماريه الجنود نتاعو يسافروا عن طريق البحر، اوكي، عن طريق لي باطو، وهذوك لي باطو يجوا معاهم هذوك لي طونو دو فان بور ساميوزي دون لا روت اي تو، اوكي، يجوا معاهم هذوك البراميل تاع الخمر سكلا. Mais normalement, le vin, il garde ça en bonne qualité jusqu'à la fin le trajet ou bien la campagne. Mais ça, c'est un problème. Des fois, au lieu de voir le vin مليح, le vin تحول au vinaigre. Au lieu que le vin il reste vin, il s'est transformé en vinaigre. Donc, je vois le vinaigre. Le vinaigre, c'est le khal. D'ailleurs, le vin aigre. Le vin aigre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que le vin a été contaminé par des bactéries. Les bactéries, ils ont converti l'alcool en quoi? En acide acétique. Donc l'acide acétique, c'est lui qui donne le goût particulier à le vinaigre. Le hamd al-khal. D'ailleurs, on se dit le hamd. Donc, Louis Pasteur a été consulté par le marin. Donc, le pasteur a essayé de déterminer la cause de cette altération du vin avant. On a dit qu'il y a des bactéries qui contaminent les tonneaux de vin ou changent le vin en acide acétique. Ok? Alors, maintenant, on a connu le problème. On a le problème. Les micro-organismes sont capables d'altérer le vin. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour stopper l'action nocive de ces micro-organismes? Parce que l'objectif ici c'est quoi? C'est de préserver la qualité du vin. Alors Louis Pasteur, qu'est-ce qu'il a proposé? Il a proposé un mécanisme qui permet de tuer les micro-organismes et de préserver la qualité des produits alimentaires, c'est le chauffage. Il a proposé de chauffer le vin à 50 degrés Celsius pour stopper l'action des bactéries acétiques. Ce mécanisme-là et cette manière de préservation de la qualité des produits alimentaires est nommée la pasteurisation. La pasteurisation, c'est quoi? C'est le fait de traiter un produit alimentaire à une température moyennement élevé, mais assez élevé, mais moyennement élevé, généralement inférieur à 100. Mais la pasteurisation qui a été proposée par Louis Pasteur, c'était de traiter les produits alimentaires à 50 degrés Celsius. Okay? Pendant 30 minutes, c'est un mécanisme assurant qui permet de préserver la qualité du produit alimentaire. Et cette manière, bien ce mode de conservation a été généralisé pour d'autres produits alimentaires. Ok? Bon, oui. Allez-y. يعني أن المانيير دو شوفاج. Oui. Monsieur? Le mode de chauffage. مانيير دو شوفاج. Le mode de chauffage, oui. مود دو شوفاج. Oui. هي اللي تسمح لنا في التحكم في تأثير البكتيريا. ولا لا؟ Oui, oui. Voilà, c'est le chauffage, il tue les micro-organismes. Les micro-organismes sont sensibles, ils sont très fragiles. Donc, la structure de la cellule bactérienne, c'est un peu fragile. Ça me chigue. Il y a des bactéries qui sont thermorésistantes. C'est le problème Louis Pasteur. Louis Pasteur, lorsqu'il a proposé de chauffer les produits alimentaires à 60 et à 50 degrés Celsius, il ignorait qu'il y a des micro-organismes qui sont capables de résister à ces températures, ou bien qui sont capables de se transformer à une forme de vie qui leur permet de faire face à la température.
qui permet en quelque sorte de s'échapper à l'altération. استاذ Oui. استاذ واش هما هذاك العوامل اللي خلاو هاد لي باكتيريا استاذ كيشغل داك دير ادابتاسيون باش يولي كيما نقولوا ريزيستي بور لا شالور بور لي. Bon, on verra ça plus tard. Donc, il y a différents mécanismes utilisés par les micro-organismes pour résister à la température. Okay. Généralement, ils changent la structure, ils changent leur structure. Ils sont adaptables facilement. Une forme végétative, tu as une forme sporulée. Il a à boire. Okay. Ou qui sont d'ailleurs, même dans leur forme végétative, sont thermo-résistants. Donc, on va arriver à ça, Inch'Allah, dans les séances prochaines. لان استاذ كيسموا حاجه مهمه كيشغل دوكا كيتعرف البكتيريا باللي انها داك كيشغل داك دير ادابتاسيون يعني انت روح كتجيب هذاك دير كاش دير راسها ولا حاجه يعني دير داك même ça veut dire pour vérifier l'efficacité le procédé de stérilisation bien de pasteurisation on cible des micro-organismes bien particuliers. Et des micro-organismes les thermorésistants نروح نحوصوا عليهم. إذا لقيناهم نعرفوا باللي la pasteurisation bien la stérilisation n'a pas eu lieu de la bonne façon. Si on ne les trouve pas, ça veut dire que le traitement était efficace. Donc on verra ça dans les séances prochaines. C'est clair? Alors, il faut avancer un petit peu, ok? Parce que voilà, on risque de perdre du temps là-dessus. C'est bon pour ces deux parties-là, le rôle des micro-organismes dans l'altération et le rôle des micro-organismes dans la fermentation. C'est clair? Pour tout le monde? Si vous avez des questions, c'est le moment d'intervenir. Vite. فهمنا الغول تاع في لا فيرم خصنا الغول تاع في الانتيراكسيون. Fermentation. ماناش عارفين. La fermentation. الفيرمونطاسيون عارفينه هذيك الاولى. لا عارفينها لا فيرمونطاسيون. الزاويه الاولى. ديك الغول تاع في الاولى ماناش فاهمين. Bon, qu'est-ce qu'on a cité? On a cité le rôle des micro-organismes dans la fermentation. Donc, lorsqu'on dit fermentation, pour vous, est-ce que c'est un rôle positif ou négatif? Pour vous? Parce que si c'est un rôle positif, il faut encourager ça. Il faut mettre en œuvre les conditions optimales pour assurer une très bonne fermentation. S'il s'agit d'un rôle négatif et néfaste qui altère la qualité du produit, dans ce cas-là, il faut lutter contre cet aspect-là. Pour vous, est-ce que le rôle de micro-organismes de la fermentation, c'est un rôle positif ou bien négatif? Et là, rapidement, donnez une réponse, vite. Comme ça, je pourrais mesurer est-ce que vous avez bien saisi ce que j'ai dit ou non. Et alors, vite. Je connais. Yassine. Yassine. كاين وين يكون ايجابي وكاين وين يكون سلبي. أعطيني الإيجابي أعطيني السلبي من خلال ما درسنا تتبع. أعطيك مثلا التخمر تاع اللبن. وي انطلق من الأمثلة اللي أعطينا إحنا. تري وي. إلا ما حضرتش. Attends. Laisse-le parle. Ok. Yassine, allez-y. الأمثلة اللي قريناهم اليوم. وي. حضرت هذاك تاع نابليون بونابرت. allez-y ياسين vite. قلت لك انا حضرت هذيك التجربه تاع نابليون بونابرت. وي. تاع الخمر الحامض. الخمر اللي تحول الى فينيغر. الى خل. احنا ماناش عارفين اسكو هذاك الخل استفادوا منه ولا ما استفادوش منه، هذاك انا ما نعرف الا كان ايجابيه ولا سلبيه. بالنسبه لهم هما واش هو l'objectif? C'est quoi leur objectif? C'est d'avoir le vin et le vinaigre pour s'amuser, pour rentrer dans un état spirituel comme ça, ou d'ivresse qui m'égoule. Oui. Pour eux, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Du vinaigre ou bien du vin? Ils ont besoin du vin, c'est clair. Du vin, de vin. De ce cas, la fermentation, pour eux, c'est pas désiré. La fermentation n'est pas désirée, n'est pas souhaitée. Donc là, c'est une fermentation non contrôlée. C'est une fermentation anarchique, non contrôlée. Ok? Parasite. Mais moi, je peux
maîtriser ça. Je veux avoir, je veux obtenir le vinaigre. Qu'est-ce que je fais? J'ai une source de sucre. La source de sucre est transformée en éthanol. Mais l'éthanol est transformé en vinaigre. Dans ce cas, la fermentation est contrôlée et bien dirigée. C'est clair? Là, il est positif. Le rôle de la fermentation, là, il est positif. Mais dans le cas contraire, أنا عندي le lait ماذا بيا قاعد الحليب. ما نبيعوش رايب. C'est clair? تعرفوا الاسطوانة هذيك نتاع الحليب تاع الحليب رايب ما رايب. Vous connaissez cette histoire ou non? تعرفوها؟ Alors, bon, c'est une anecdote, hein? C'est une blague, ok? Mais ça va un petit peu vous faciliter la compréhension. حتسهل لكم فهم وقتاش لا فيرمونطاسيون تكون مليحة وقتاش ما تكونش مليحة. C'est clair? Bon, هذا يحكوا كان بائع يبيع لو لي. C'est clair? تعرفوا وين يبيعوا لو لي؟ الحليب يجمعوه من عند لو بروديكتور من عند لا فيرم وين كاين ليلفاج تاع لي فاش يديروا لا تريت يحلبوهم ومن بعد يديروهم دون دي كونتونير. هاد دي كونتونير يحطوهم دون دي فواتير اسمهم لي فواتير ريزيرفوار كيما هيليكس هذا تلقى فيها ريزيرفوار اون الومنيوم بيان اون اينوكس il permet de garder la température et la qualité تاع لو لي. C'est clair? C'est clair? بون هذاك السيد هذاك بون جا رايح يعني باش يوصل الحليب للبلاصه اللي يبيعوا فيها لقى ستوب والغاشي بزاف ستوب اكسيتيرا دونك حيطول باش يلحق على الحليب. قال له السيد هذاك كيفاه؟ قال له راك دوك حنطولوا في الحليب وما يوصلش مليح وكذا. قال له ما تقلقش الحليب لا بعتو ولا بعتو حليب نبيعو رايب انا بايعو. سكلا دونك هذه هي. دون لو دوزيام كا الرايب هذاك الحليب الرايب سا فو دير لو لي ا ايتي التيري. هنا لا فيرمونطاسيون مش محببه بس انا اذا كان حاب نديرو فخوماج انا اوبليجي جو دوا فيرمونتي لو لي. دونك في الحاله هذه تولي ديزيغار. لا فيرمونطاسيون دو دوفيان ديزيغار. C'est clair? Monsieur, Oui? Non, non. Non, non, non. S'il vous plaît. تحب تشارك قول لو نو اي وتنترفون. عليك. monsieur, Oui, j'écoute. جميلة بالعروس. اوكي؟ سما كاع الخل اللي ممكن تحصلوا عليه كامل يجي من الكحول. مش من يعني الكحول. ممكن هي لازم المرحلة لازم الحليب مش يعني لازم السكر هذاك لازم يتحول أولا إلى الكحول. فهم؟ يتحول إلى الكحول عن طريق واش؟ عن طريق لوفير هما اللي يقدروا يديروا لا فيرمونطاسيون الكوليك معروفين بلا فيرمونطاسيون الكوليك. تكلاه دونك حنا نجيبوا هذاك لو برودوي اليمونتير ولا السكر نعرضوه للوفير واش يديروا له مثلا بعد سمانه ولا يحولوه الى كوا الى الكحول. هذاك الالكحول نعاود يجيبوا دي باكتيريا واحد اخرين اسمهم باكتيريا اسيتيك عندهم القدره انهم لما يقاوموا الكحول. ما تنساوش ان الكحول ياثر على الخليه. كده هو اصلا هو مطهر. كده معناتها عنده ان ايفي انتيسيبتيك يقضي على الميكرو اورغانيزم. دونك dans le deuxième cas l'alcool هذاك sera soumis à l'activité des acides lactiques des bactéries acétiques. هذا نوع من البكتيريا اللي تقدر تحول الالكول بالإيثانول الى كوا الى اسيد اسيتيك الى خل يسمى حتى نوع البكتيريا يختلف. بيان سور دونك لازم تحطي هذيك البكتيريا اسيتيك. دونك وكاين طرق اخرى كيميائيه يحولوا بها مباشره الكحول ليثانول الى اسيد اسيتيك. كاين كحول يعني طبيعي وكاين كحول اللي يجي من البترول ومشتقاته يعني يجيبوا ليثانول هذاك يحولوه كيميائيا par ce qu'on appelle la chimie de synthèse. ils vont le transformer le convertir en acide acétique. قضيه الروابط الكيميائيه تبدل الروابط يتبدل فونكسيون يبدل الفونكسيون هذوك يتبدل لنا لو غو لي كاركتيرستيك لودور اي اسيتيك. اوكي
Merci, monsieur. Non, non, merci de rien. Donc, on va continuer. Troisièmement, il y a un autre rôle qui est attribué aux micro-organismes. Donc, c'est un rôle vraiment très critique. Okay? Très critique. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas attention que les micro-organismes sont capables vraiment à être un agent néfaste pour la santé des humains, la santé des animaux et tout, donc dans ce cas-là, on va risquer notre vie. Okay? Alors, auparavant, les gens n'avaient pas des notions, bien des connaissances par rapport au rôle de l'asepsie et de l'hygiène. Par exemple, comme les sanitaires, quand j'ai un système de canalisation des sanitaires. Des fois, tu te joues dans les rues, tu as les déchets humains, tu as les rejets, tout. Dans les rues, qui baladent dans les rues. Okay? Même les médecins, les gens qui faisaient la pratique médicale, n'avaient pas dans leur conscience que le lavage des mains et l'hygiène personnelle, l'hygiène corporelle, a un rôle primordial dans l'action médicale. Ils ne savaient pas. Ils ne se lavaient même pas les mains. Il y a المريض الأول الثاني الثالث الرابع يمسهم كاع sans se laver les mains. Alors ça c'est une erreur maintenant actuellement. C'est une action qui est défendue dans le domaine médical. Non, c'est clair. Mais auparavant, c'est la raison pour laquelle quand il y a ce qu'on appelle la transmission croisée de la contamination, bien des infections. Ça veut dire واحد يكون مريض par exemple بالتبركلوز تمسه تروح تمس واحد اخر مريض بصح ما فيش تبركلوز تلقى ليه التبركلوز من المريض الاول الى المريض الثاني. علاش؟ باسكو tu as fait ce qu'on appelle une transmission croisée entre deux personnes, واحد malade وواحد sain. انت كنت رابط ما بيناتهم. Tu as fait la transmission. C'est clair? Et pour cette raison, on insiste aujourd'hui aux procédés hygiéniques et l'hygiène corporelle, surtout dans le personnel médical, chez les personnels médicaux. C'est clair? Donc, c'était Sam Lewis. Donc, Philippe Ignace Sam Lewis, c'était pour la première fois qui a prouvé le rôle primordial des lavages des mains dans l'arrêt des infections microbiennes, dans l'arrêt de la transmission croisée des maladies. Donc, lui, comment il est arrivé à ce constat? Donc, Sam Lewis, il a observé que les gens, les médecins qui faisaient ce qu'on appelle l'autopsie. C'est quoi l'autopsie? Donc, les gens, les médecins qui faisaient l'autopsie des cadavres et qui avaient aussi des femmes à accoucher. كانوا بعض الاطباء يكونوا عندهم اوتوبسي عمليه تشريح او يشرح في جثه وبعد في نفس الوقت يروح مثلا اون فام انسانت باش تولد يروح ياسيستي لها لاكوشمون يعاونها في لاكوشمون تاعها. هذا لو ميدسان يروح مباشره من عمليه نتاع تشريح جثه الى عمليه نتاع توليد بدون ما يغسل يديه. واش شاف سام لويس؟ شاف انه le taux de mortalité, ou bien le taux des infections chez les malades, chez les femmes accouchées, qui sont assistées par des médecins qui faisaient de l'autopsie, est très élevé. Le taux de mortalité, je parle. Le taux de contamination et de mortalité, de morbidité et de mortalité, qui est très élevé par rapport aux médecins qui faisaient que l'accouchement. C'est clair? Donc, qui j'ai fait le ملاحظة هذه؟ donc قال باللي كاينه حاجه من بعد ولا عرف انه هذوك الناس ما تصلش ايديها كي دير اوتوبسي ما تصل ايديها تروح مباشره دير لاكوشون تاع ديك لا فام il va toucher cette femme là il va la contaminer, elle va vraiment avoir des complications sanitaires et va par la suite probablement succomber à ces infections et va mourir par la suite. C'est clair? Donc Sam Lewis il a proposé
de laver les mains, de se laver les mains à l'aide d'une solution d'hypochlorite de calcium, et les rois actuellement l'eau de javel, ça va permettre d'arrêter la transmission croisée. Et par la suite, on va en quelque sorte maîtriser l'hygiène dans le domaine, bien dans le monde médical. C'est clair? Après Saint-Louis, il y a un autre qui s'appelle Lister. Joseph Lister, c'est une personnalité célèbre en microbiologie. Okay? D'ailleurs, il y a une bactérie très pathogène qui s'appelle Listeria, un genre, Listeria fait monosodinèse, fait Innova, Immuniqua, différentes bactéries. Soumises à la Lister. C'est clair? Lister, qu'est-ce qu'il a proposé? Il a proposé une manière pour arrêter l'infection des plaies. شاف باللي لو كان الادوات هذيك اللي نستخدموها في عمليه الجراحه ومع الجراحه لو كان مثلا نعالجوا بها المريض الاول ومن بعد المريض الثاني دونك نشوفوا ان الجرح نتاع المريض الثاني يفسد يزيد يتعفن. Qu'est-ce qu'il a proposé? Il a proposé de stériliser les outils chirurgicaux. Les instruments chirurgicaux قال لك لازم نستريليزوهم، لازم نعقموهم بالحراره وبالفينول بين كل مريض، وهذا يسمح بالحفاظ على الجروح سليمه وبالتالي تشفى سريعا بدون انفكسيون. اوكي فواي كيفاش المعلومات سون ريسون. احنا اون بارل دو 20e siècle. اوكي باسكو بارل دو جوزيف ليستر هذا راه عاش حتى ل 20e siècle. دونك هاد لي نوسيون سون quelque sorte nouvelle dans le monde. Ok? Donc on était dans une ignorance absolue. C'est clair pour les deux points là? Monsieur, le dernier point. Le dernier point. Quel point? Allez-y, je compte par سؤال. شكون العالم اللي دار لا ستيليزاسيون تاع الوسائل؟ C'est Joseph Lister. C'est Joseph Lister. Ok? Lister هو اللي يعني توجور أي عالم باش توصل حاجة بعد ملاحظة. دونك هو يلاحظ ويشوف. بعد شاف باللي لي زانستريمون شيريجيكو لازم يعني يتنظفوا ويتسيريزاو ويتعقموا بدرجة حرارة عالية، ce qui va permettre vraiment de les garder en qualité hygiénique, okay, avant de soigner un patient qui a des plaies à faire soigner. Okay? Donc, ça c'est par rapport au rôle des micro-organismes dans l'apparition des infections microbiennes. Okay. معناتها هاد العلماء في نظرهم مازال ما شافوش الميكرو-organisme، بصح راهم فقط عرفوا انه هذا الفعل يأثر على صحتنا احنا، لا ما يثبتوا ان سو لي ميكرو اورغانيزم كي سون امبليكي دون لي انفيكسيون دون لي مالاد. الناس في هذاك الوقت ما كانش تعتقد ان بكتيريا بذاك الحجم الصغير تقدر مثلا تمرض انسان عنده ان سيستم ايمونيتير سوفيستيكي ديفلوبي ainsi de suite. C'est clair. Donc il faut se placer dans le contexte historique. C'est clair. On va passer à un autre point. La mise en évidence du rôle des micro-organismes dans la transmission des maladies. Donc ici, vraiment c'est un point tournant dans l'histoire de microbiologie. Okay? Donc ici, on va en quelque sorte arrêter ce débat sur le rôle des micro-organismes pour dire que les micro-organismes contient des groupes, ou bien parmi lesquels il y a des groupes de micro-organismes qui sont très pathogènes, qui sont même mortels, qui sont responsables de paladémie, qui sont responsables de beaucoup de cas de morbidité et de mortalité. Et des c'est clair. كما دورك لو كنا احنا في 18e siècle هذا الفيروس ما كناش نعرفوا انه c'est le coronavirus qui est responsable de cette pandémie mondiale. C'est clair? Mais c'est Robert Koch
C'est lui pour une fois pour toutes. Donc lui, il a prouvé que les micro-organismes sont vraiment aussi pathogènes. Ils pourraient avoir un rôle très néfaste et négatif sur la santé humaine et même sur la santé des animaux. Ok? Donc Robert Koch, معروف, c'était l'étudiant de Louis Pasteur. Ok? C'est un Allemand et c'est l'étudiant de Louis Pasteur. Alors, تعرفوا فرضيات كوخ. Normalement, vous avez une idée sur les postulats du corps. Vous avez une idée sur les postulats du corps? S'il vous plaît, qui pourrait me rappeler vaguement comme ça les postulats du corps, nazariyat du corps. Ok? صاحب monsieur les bacilles de corps. Lui, il a découvert les bacilles de corps. C'est mettre ismo. Mais avant de découvrir les bacilles de corps, Robert Koch a réalisé un travail de grande importance pour l'humanité. A fait un bon travail à l'humanité. Avant même la découverte de tuberculose, bien l'agent responsable de tuberculose qui est bacille de corps, اسمه الباسيل دو كور et le BK. الأستاذ هو اللي قال كاين النظرية الجرثومية تاع وأن الكائنات المجهرية هي المتسببة في الأمراض. عندك فكرة على كيفاش توصل إلى هذا؟ واش هي البروتوكول اللي خلاه للناس باش نديروا؟ Non, c'est pas la découverte des cellules. Ça a été fait par Robert Koch, Robert Koch, ok? L'autre c'est un anglais, هذا c'est un allemand. زيد allez-y لازم نسمعكم parce que عندنا 45 participants s'il vous plaît. قريتوا نظريات كوخ قريتوها في السكوندير، اعطوني فكرة عليها الآن. يلا. Oui, les postulats de corps, oui. Allez-y. Hadro, pourquoi vous ne parlez pas? Prenez la parole, activez les micro-tacles et vous parlez. وش الفايدة نتاع الدروس نقعد أنا غير نهضر؟ وين راه التفاعل؟ Monsieur, Oui. Non, pas Dalal Mamouni. Un autre. S'il vous plaît, رجاء ما تقولش تقولوا لي البروبلème technique. Le problème technique, c'est pas moi. Le problème technique, c'est Algérie Télécom. C'est pas moi. Donc, s'il vous plaît, il y a un problème technique, ça, j'en peux rien, moi. Moi, j'ai besoin de vos réponses. Si vous arrivez à connecter, donnez-moi les réponses. Dorénavant, le son est ou bien donc, c'est pas mon problème. S'il vous plaît. Essayez d'être un petit peu raisonnable et rationnel. Donnez-moi les réponses. Non. Dès maintenant, il faut intervenir. السؤال هو واش تعرفوا على نظرية كوخ؟ هذا كيسيون. Quelles sont vos connaissances par rapport au postulat du corps? Parce que هذه c'est un point, ou bien c'est un tournant dans les connaissances microbiologiques. Si vous arrivez à déceler comment Robert Koch a raisonné, لو كان قدرتوا توصلوا انكم تعرفوا كيفاه باسور كوخ a raisonné, كيفاه خمم. C'est bon. Moi, je suis vraiment satisfait de vous. Vous allez être des très bons biologistes et microbiologistes. إذا ما قدرتوش توصلوا للمفهوم، il y a quelque chose qui cloche. كاع عندكم الكلام، كاع عندكم المايك، parlez. Évitez الكتابة، mais parlez s'il vous plaît. Parlez. ياسين c'est bon. أنا سمعت صوتك. ياسين، دلال ماموني، qui encore شيخ بالبشير تهام هادو كاع سمعتهم. جي بيزوان دي زوتر وراهم لي زوتر العروسي لي زوتر. Monsieur, Oui. Oui. Allez-y. monsieur, Le nom, c'est qui? monsieur, شكون؟ سارة شكون؟ هذا البيك s'il vous plaît. سارة شكون؟ لقب سارة c'est qui? monsieur. Oui, je t'écoute. نسمع فيك. Mais le nom c'est quoi? محجوبي جوبي سارة. Oui, تفضل. محجوبي مسيو قمت بزرع نية هاد Comment?
خارج هو اللي انتجها، حقنها في فأر في الحيوان. بون خلينا من التجربه. حقن البكتيريا. لا اسمح لي، كانت تجربه وكاين الافكار اللي قبل التجربه. انا اعطينا غير الافكار، اما التجربه صعيب دوك نهضروا عليها. بين الافكار لو ريزونمون سيونتيفيك، التفكير العلمي. التفكير العلمي فهمت؟ هو اللي قال باللي لي ميكرو اورغانيزم دوا تاتر دون تو لي اورغانيزم كي مالادي. وي تري بيان صح. اكو حافظين هما لي بوستيلا دي كوخ، الفرضيات تاع كوخ معروفه، فرضيات 4 فرضيات. سي بون خلاص j'ai une réponse mal. Je vais maintenant continuer. C'est clair? Alors, Robert Koch, il a aimé ce qu'on appelle les postulats du corps. Faradiyat Koch. Lui, il a fait une série d'expériences. Des séries d'expériences. Près de 12 ans à 3 ans, on dit des expériences. Il a travaillé sur différentes maladies. Qui الناس بدات تعرف ان les micro-organismes يعني ممكن يتسبب ولا لا مع كلام تاع الباستور تو. روبرت كوخ lui il a tranché في هذا le débat, هذا la polémique هذا. Il a mis terme à cette polémique. Qu'est-ce qu'il a dit? Lui il a dit que le micro, pour dire qu'un micro-organisme est responsable d'une maladie, c'est clair. Le micro-organisme doit être présent dans chaque cas de maladie, mais absent dans les organismes sains. Ça veut dire, si quelqu'un a le choléra, لازم نلقاو في جسمه les bactéries responsables du choléra. والإنسان اللي ما عندوش الكوليرا ما نلقاوش لا بكتيري تاع الكوليرا في جسمه. C'est clair? Ça c'est le premier postulat du corps. Le deuxième postulat c'est quoi? C'est que le micro-organisme suspect doit être isolé, cultivé en culture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire لازم avec la bactérie ou bien l'agent responsable de cette maladie, لازم doit être vivant. Et comment prouver qu'il est vivant? لازم نديروا له العزل، نديروا له l'isolement. كي نيزولوه نلقاوه في لابوراتوار، نلقاوه في لابواط بيتري، نعرفوا باللي هذا الميكرو-organisme est responsable de cette maladie. Ça c'est le deuxième fois. معناها il faut isoler l'agent responsable. Donc, ça c'est le deuxième postulat. Une fois cet agent responsable de cette maladie est isolé, qu'est-ce qu'il propose aussi Robert Koch? Il propose que si on injecte, ou bien si on introduit l'agent responsable de cette maladie dans une personne saine, la personne doit développer la maladie qui a été auparavant observée chez le premier patient malade. Donc, الفرضية الثالثة وش هي؟ هو أننا عندما بعد عزل العامل الممرض من الشخص المريض، بعد العزل تاعو، عندما نحقنه à une personne qui est saine, dans ce cas-là quoi, هذاك اللي قلناه فيه مرض doit être tombé malade. Ok? C'est clair? Oui. Monsieur, عاود لينا le dernier point. Alors, donc, ça c'est le troisième postulat du corps. C'est que la personne saine, une fois il rencontre l'agent responsable de la maladie, va développer les mêmes symptômes. أنت حيطور نفس الأعراض نتاع الشخص الأول المريض. Quatrièmement, le dernier postulat c'est quoi? Normalement هذا الشخص المريض في الحالة الثالثة كي نعاودو نحوسو في الدم نتاعو ولا في جسمو على الميكروب الأولي نورمالمون نلقاوه فيه. C'est clair? Donc le micro-organisme doit être isolé à nouveau de l'autre malade. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il a fait deux paliers. Le premier palier de cette expérience, il dit à un الشخص المريض.
والدوزيام بالي من الاكسبيريونس يديروا عند الشخص السليم. بصح لازم يلقى نفس النتائج ما بين لو برومي بالي و لو دوزيام بالي. سي ان ريزونمون سيانتيفيك. سي ان ريزونمون سيانتيفيك. دونك اكسيرمون رانا نديروها دو فاسون ليغال سهله. كيما باغ اكزومبل ميكانيسيان يفهم في الموتور دونك يعرف لو بروي. كي يكون هذا البروي قال عندك بروبليم في مش عارف انا في الباسو ولا عندك بروبليم في البروكا كو سوا. معناها نفس البروبليم يشوفوه عندك يشوفوه عند واحد ثاني دونك il va savoir quelle est l'origine de ce défaut-là. C'est clair? Alors, donc Robert Koch, il a permis grâce à cette conclusion, à ces postulats, à isoler beaucoup des agents responsables des maladies. Il a pu déterminer l'agent responsable du charbon, malade le charbon. Le charbon, les lois, Bacillus anthracis, le Jamra al-Khabita, ok? C'est une maladie respiratoire, ok? Le choléra, il a aussi déterminé l'agent responsable du choléra, qui est le vibrio coloré. Il a aussi déterminé l'agent responsable de tuberculose, qui est Mycobacterium tuberculosis. Donc, c'est le BK. Il y a Mycobacterium tuberculosis, ok? Donc, il a publié ses résultats en 1867, ok? C'est clair? Pour l'expérience de Robert Koch. Voilà. Oui, clair. Très bien. Donc, voilà les postulats du Koch. Vous voyez là. مسيو عاد لينا النقطة الأخيرة. النقطة الأخيرة قلنا باللي grâce à ce raisonnement, grâce à cette logique, بوسط هذه اللوجيك اللي استخدموا روبرت كوخ قدر يحدد العوامل الممرضة لعدة أمراض. باغ اكزومبل مرض الجمال الخبيثة عرف أنه مش مرض عادي هكذا بصح مرض يسببه جرثومة. هذيك الجرثومة هي باسيليس انثراسيس، هي بكتيريا باسيليس انثراسيس. معناتها كي تلغز هذيك البكتيري تحطها في انسان، تحطها في حيوان، تحطها في فأر، نورمالمون تقيس الاجسام الجهاز التنفسي، تحطها الجهاز التنفسي، دونك حيديفلوبو اعراض متشابهه. منها عرف انها ريسبونسابل دو بس ما يقدرش يجرب في البشر، il peut pas faire une expérience sur les humains, donc ça c'est illégal, c'est infaisable, hein, on peut pas le faire. Okay? Mais on peut le faire sur les animaux. Lui, il a travaillé beaucoup plus sur les souris. Okay? Il a pris une souris qui est malade, شاف الدم نتاعها، لقى بلي الدم اوليو يكونوا غير الكريات الدمويه الحمراء، لقى مع الكريات الدمويه الحمراء دي باكتيري. اوكي، هذيك لي باكتيري دار لهم العزل ودار لهم الزرع سور ان ميليو دو كولتير. جينيرالمون لي ميليو دو كولتير اللي يستخدموه يسموه لو جيلوزوسون. اوكي، علاش يديروا جيلوزوسون؟ باسكو جيلوزوسون يكون ريش en éléments nutritifs et même en facteur de croissance, وبالتالي ça va faciliter les titres des micro-organismes. Okay? Donc, après l'isolement de l'agent responsable de cette maladie, il a injecté l'agent dans une souris qui est saine, في فأر سليم. هذا الفأر السليم صاب بنفس المرض بنفس الأعراض نتاع الفأر الأول، وتأكيدا لذلك كي هز الدم نتاعو ودار له التحليل لقى فيه نفس الجرثوم الاولي اللي لقاه في لا بروميير سوري مالاد. مسيو سيتادير لو ميكرو اورغانيزم هو المسؤول، هو الريسبونسابل على هذا هو ما يهمش ميكرو اورغانيزم، حنا يهمنا نوع الميكرو اورغانيزم باسكو رانا تقدمنا في المعارف الميكروبيولوجيه، دونك لازم لا سبيسيفيسيتي كل مرض واش هو العامل الممرض تاعو. يعني شكل مرضي يكون عندها كيسموه عامل واحد وحده. بيان سور صار ما كانوش يعرفوها الناس، كانوا ممكن يقولوا ان البكتيريا قادره تسبب كل امراض، وكان البعض الاخر اصلا ما يصدقش ان كيفاه بكتيريا صغيره تمرض الانسان، مستحيل. وكما اكثر من كان فيروس دون لا تاي سي à l'échelle nanomètre, donc c'est 0,002 nanomètres, donc c'est infiniment petit. Mais il arrive à faire des ravages
il a saccagé le monde. وهذه المعلومه ما كانتش كاينه auparavant. C'est clair؟ هذو هما les postulats du corps. C'est clair? On va passer au prochain. Clair par rapport au postulat du corps? Il n'y a pas de questions? S'il vous plaît. C'est clair ou non? S'il vous plaît, عندكم الشاشة الآن؟ Vous avez l'écran. نعم أستاذ كاين شوي. Alors, actuellement, on va passer à une autre époque de la microbiologie, ce qu'on appelle la période moderne. C'est l'époque moderne. Ça veut dire les gens commençaient, bien les microbiologistes, ils ont commencé vraiment à avoir des règles, des outils bien spécifiques et bien sophistiqués pour étudier les micro-organismes. Ça veut dire que les connaissances en matière de micro-organismes ont évolué de telle manière vraiment à réaliser des expériences assez difficiles qui ont été impossibles auparavant. Mais à cette époque-là, on a vraiment arrivé à manier les micro-organismes. توصلنا إلى أننا نقدروا نتعاملوا مع الميكروغorganismes وحنا نمانيوهم. Ça veut dire نميتريزوهم مليح ونلعبوا بهم كما نحبوا. C'est clair. Alors, après Robert Koch, pardon, beaucoup des agents responsables des maladies ont été identifiés. Okay. Donc on a identifié plusieurs bactéries et micro-organismes responsables des maladies. C'est clair. En 1928, Fleming, c'est un Alexandre Fleming, c'est un russe, je pense. Hein? C'est un Yougoslavien ou bien un russe. Donc Fleming, qu'est-ce qu'il a? Lui, il travaillait sur les staph et le coq. Et auparavant, ما كانوش يديروا اللابوراتوار تي سوفيستيكي بزاف. اللابو هكذا تلقى فيه دي بواط بيتري دي فوا مفتوحين دي فوا مغلوقين. معناتها ما كانش دي كونديسيون دو ترافاي كوم اوجوردي. Bien strict. Il n'y a pas monsieur de conditions favorables. À cette époque-là, mais c'est grâce à ces conditions-là que Fleming a pu avoir la nouvelle, la découverte. C'est clair. Des fois, bon, حاجات تلعب دور إيجابي malgré تكون سلبية. C'est clair. Donc Fleming, il travaillait sur des staffs et le coq. وخلى une boîte de staff خلاها abandonnée quelque temps يعني خلاها sur la paillasse abandonnée. Après des semaines j'ai يشوف لقاها هذيك la boîte لقاها contaminée par quoi? Par un champignon. Alors, rappelez-vous bien que staff c'est une des bactéries. Mais ça, la boîte de staff a été contaminée par un champignon. Le pénicillium. Qu'est-ce qu'il a observé, staff? Fleming. Chef باللي المكان اللي فيه pénicillium staff ما كانش. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pénicillium il a inhibé la croissance de staff. A inhibé la croissance de staff. Lui, il a posé la question, pourquoi les régions, ou bien le lieu où il y a une croissance de pénicillium, il y a une absence de développement de staff. Qu'il y a quelque chose ici. Qu'il y a un paramètre inconnu qui intervient dans ce phénomène-là. Mais il faisait beaucoup d'expériences, le pénicillium hada, il arrive à éliminer les staph grâce à la production d'une molécule biologiquement active qu'il a nommé quoi? Les antibiotiques. Et c'était l'époque où l'antibiotique a été découvert. Et ça a coïncidé la Deuxième Guerre mondiale et les travaux ont été vite évolués pour isoler l'antibiotique, le purifier et l'utiliser comme un médicament contre les infections microbiennes des armées, ok? Ok.
C'est clair? Ça, c'est la microbiologie a rentré dans un ère nouveau et moderne. Parce que ولينا نقدروا نكسبلواتو نستغلوا الخصائص نتاع الكائنات الحيه لاغراض مش ليها هي بصح لاغراض لنا حنا pour nous. On a arrivé vraiment à tirer bénéfice des aspects de développement particulier des micro-organismes. Ok? Alors, depuis ces dernières années et suite à l'avènement du génie génétique, qu'on a assisté à l'apparition des techniques de clonage, d'addition des gènes par des plasmides de bactéries. Actuellement, on arrive à produire une antibiotique. Ça ne la bactérie originaire et productrice, mais avec une autre bactérie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les antibiotiques sont contrôlés par des gènes. Les gènes, ils soit sur les plasmides, ce sont يكونوا داخل البكتيريا على شكل بلازميدات ولا داخل لو ماتيريال لا بي ان تاع لا بكتيريا. واش يديروا؟ يحددوا هذاك لو جين سي كلير، يقصوا هذاك لو جين ويحطوه دون زين اوتر بكتيريا. علاش؟ باسكو كاين بكتيريا تنتجوا بكميه قليله، لا كروسونس و ديفلوبمون تاعها يكون تري لون وما يكونش اسي رابيد. نحطوا هذاك نجدوا الجين منها ونحطوه دون زين بكتيري qui a une croissance abondante et très rapide. Alors, pour augmenter la quantité de l'antibiotique produite. C'est clair? Ça se fait grâce aux techniques de génie génétique et de clonage. Ok? C'est l'ère moderne de la microbiologie. Généralement, des travaux ils diront c'est Escherichia coli. Parce que Escherichia coli, la croissance est rapide. Au bout de 20 minutes, il y a un معناتها لو كان عندك 200 بكتيريا من بعد 20 minutes شحال تولي 200 في 200. Ça veut dire hausse. La croissance c'est exponentielle, donc 200 à la puissance de 2. Yeah? Donc c'est assez rapide. C'est assez rapide. Yeah? Donc, c'est bon par rapport à cette période-là. Donc c'est le moment pour passer à autre chose. Voilà. Donc, on va passer un petit peu à l'étude de structure des cellules eucaryotes, des micro-organismes. Donc, les micro-organismes, on a différents types, que l'on appelle les prokaryotes et les eucaryotes. Qui pourrait me donner quels sont les micro-organismes, attention, je dis bien, les micro-organismes qui sont eucaryotes et les micro-organismes qui sont prokaryotes. Donc, il ne faut pas sortir de ça. Il ne faut pas sortir du monde microbien. Il faut rester dans le monde microbien. Le monde microbien. Restez dans les micro-organismes et essayez de me citer quels sont les micro-organismes qui sont eucaryotes et les micro-organismes qui sont prokaryotes. Allez-y, c'est à vous la parole. C'est les eucaryotes, les protozoaires. Attends. D'autres. C'est quoi eucaryotes et c'est quoi prokaryotes? Les eucaryotes ou bien les prokaryotes? Oui, cher. Les prokaryotes هي بدائيات النواة ولي زوكاريوت حقيقيات النواة. Très bien. Classe, merci pour cette réponse. Dis-moi maintenant, quels sont les micro-organismes qui sont eucaryotes et les micro-organismes qui sont prokaryotes? S'il vous plaît. Il ne faut pas être timide. الحكايه ما فيهاش لا تيميديتي، الاثنان لا يتعلمان، مستحيل ومستحيل. كي نقول لك ماني بارلي هضروا pour tout le monde. عندنا 50 personnes كاين 3 ولا 4 qui parlent، les autres qui font. Monsieur les coli normal. Attends. Laissez vos camarades intervenir. J'ai besoin des autres qui parlent. Merci. Monsieur? Non. Les deux, non. Sarah m'a dit Mahjoubi, non. Et Blaoussima, les autres. Monsieur? Attends. Mahjoubi, attends. Rachid Aboubakar, allez-y, répondez. Attendez-moi, les eucaryotes
les micro-organismes, les prokaryotes, les micro-organismes. جاوبي رشيد أبو بكر. C'est quoi la question, c'est que citez-moi les micro-organismes qui sont considérés des prokaryotes et les micro-organismes qui sont considérés eucaryotes. Allez-y, Rachid Abou Bakr. Oui, monsieur. Oui. Quels sont les micro-organismes qui sont eucaryotes et ceux qui sont prokaryotes? وشو هما الكائنات المجهرية اللي بداية نواة والكائنات المجهرية اللي هما متطورات النواة اوكي حقيقيات النواة. بداية نواة مثلا البكتيريا. Les bactéries ce sont des prokaryotes. Oui, encore. حقيقية نواة. Oui. Donc quoi؟ كي ذكرناهم كي حكينا على لو موند ميكروبيان حكينا على لي بكتيري ومعاهم واحد اخرين. بالبشير نو اتون دونك جو سوي اون تران ديكوتي رشيد ابو بكر. وي عطيني لي زوكاريوت. لي زوكاريوت علي زيد بوكر كملي النصف الاخر من الاجابه. في طريق والو مش في الطريقات. وي وي سي بوكو Les champignons. Les champignons, ce sont des micro-organismes, mais eucaryotes. Attendez un exemple de champignons non filamenteux. Dans les champignons, il y a deux types de champignons. Il y a les champignons qui sont filamenteux, pluricellulaires, auquel des champignons qui sont unicellulaires. Où sont les champignons unicellulaires? Où sont les champignons unicellulaires? شو هما les champignons unicellulaires شو هما les sont les levures. les levures الخمير كيما خمير الخبز. les levures ce sont des champignons unicellulaires. Ok. Oui. Voilà. C'est bon. بالنسبة للفيروس واحد قال لي les virus sont des eucaryotes. Non, les virus généralement ils ne sont considérés ni eucaryotes ni prokaryotes, mais نسموهم acaryotes, sans noyau. Parce que même la définition d'un organisme vivant n'est pas valable chez les virus. Okay. Parce que les virus sont généralement des parasites, qui sont des entités vivantes. On va donc dans les différentes. Ici, ce tableau-là, qu'est-ce qu'il montre? Il montre l'organisation de quoi? D'une cellule eucaryote face à une cellule prokaryote. C'est clair? Monsieur, les protistes. Les protistes, ce sont des eucaryotes. Au niveau des protistes, les parasites. On a les protozoaires, c'est les protistes. C'est clair? Oui. Oui. Très bien. Donc voilà, nous avons deux figures face à face qui montrent les particularités d'une cellule eucaryote et une cellule qui est prokaryote. Donc la première différence, c'est quoi? C'est qu'à l'intérieur des eucaryotes, il y a ce qu'on appelle les organites. Il y a les mitochondries, il y a le chloroplaste chez les végétaux, il y a un noyau qui est bien individualisé, qui est entouré par une enveloppe. Il y a aussi, les ribosomes existent dans les deux parts. Mais par exemple, le réticulum endoplasmique, il apparaît de Golgi, ça n'existe que chez les eucaryotes. Donc les bactéries n'ont pas ça. Mais rappelez-vous bien qu'on a dit que l'absence de l'organite ne signifie pas, l'organite ne signifie pas l'absence de la fonction. Lorsqu'on dit un organisme vivant, ça veut dire qu'il arrive à produire ses propres besoins, il arrive à se renouveler, à se régénérer, à se diviser et tout. Il a tout ce qu'il a besoin. Malgré l'organe qui est connu chez les eucaryotes, mais responsable de cette fonction, mais
cette fonction existe chez lui, probablement, elle sera assurée par d'autres constituants cellulaires, d'autres composés cellulaires. Chez les bactéries n'ont pas un chloroplaste, ils n'ont pas un mitochondrie, c'est clair, mais ils font ce qu'on appelle la respiration, ils font l'oxydation, ils produisent leurs besoins, ok? Voilà, il ne faut pas oublier ça. Donc, c'est le deuxième chapitre, ok? Donc, c'est le chapitre de l'étude de la cellule bactérienne. Donc, ici, selon le cursus qui a été proposé par le ministère, on va focaliser beaucoup plus sur les bactéries. On a oublié les autres micro-organismes, mais on va un petit peu parler davantage sur les bactéries. Tout d'abord, on a le tableau qui cite, qui montre les différences et les similitudes existantes entre les eucaryotes et les prokaryotes. Tout d'abord par rapport au matériel génétique et aussi par rapport au cytoplasme, par rapport à la paroi et par rapport au type de métabolisme. Okay? Donc nous avons dit ça la dernière fois, mais je vais un petit peu passer là-dessus d'une manière très rapide. Okay? Concernant le matériel génétique, les cellules eucaryotes, généralement, ce matériel est entouré par une enveloppe nucléaire et donc ça veut dire qu'il y a vraiment une forme d'organisation assez évoluée qui va donner forme aux chromosomes, c'est clair. Et les chromosomes sont assez nombreux, donc généralement, selon le type de l'organisme, il y a ce qu'on appelle les diploïdes et l'haploïdes. Les chromosomes se trouvent soit en paire, soit en impair, mais il existe, ok? C'est quoi le chromosome? Le chromosome, c'est une forme très dense, très condensée du matériel génétique. En plus de l'ADN, en plus des acides nucléiques, il y aura d'autres protéines et d'autres composés structurels qui arrivent pour assurer une organisation particulière et solide au chromosome. Concernant la division cellulaire, la division généralement se fait par une manière méthodique. Ça veut dire quoi méthodique? Ça veut dire par le mitose. Ok? Ça veut dire 2N va donner un, bon, 2N, 2N. C'est clair. Ça veut dire le nombre de paires va être assuré. Mais chez les prokaryotes, généralement, la division est amutique. Ça se fait pas par le mitose, mais par méiose. Bon, la présence de nucléoles, et surtout au moment de la division cellulaire, au moment de la duplication de l'ADN, et une absence totale des plasmides. Franchement, les plasmides sont des structures d'ADN rares ou jichouya denses, qui me habbat qui même ressemblent aux disques ou bien des cylindres. Je vois un cylindre. C'est le matériel génétique qui est enrôlé. Donc généralement, les plasmides, ils codent pour certaines fonctions non essentielles à la cellule microbienne. Okay. Donc, les plasmides n'existent pas chez les eucaryotes, sauf chez le levure. Donc, le levure, il a été démontré que le levure possède des plasmides. Mais les plasmides réellement existent surtout chez les bactéries, chez les prokaryotes. Okay. Donc, les prokaryotes n'ont pas une membrane nucléaire, ils ont une seule molécule d'ADN dont la forme est circulaire, mais chez les eucaryotes, il est linéaire et l'absence des histons. Les histons, ce sont protein-like. Okay? La division est amitotique, l'absence de nucléoles et la présence de plasmides. Donc, les plasmides n'existent pas chez toutes les bactéries. Bien. Seulement certaines bactéries qui contiennent ces plasmides. Généralement, lorsqu'on trouve une bactérie avec un plasmide, donc il faut savoir que cette bactérie a des puissances, a un pouvoir ou a une aptitude métabolique plus forte qu'une bactérie qui ne possède pas de plasmide. Généralement, les plasmides codent pour les fonctions de résistance. On a des gènes de résistance. Résistance à quoi? Résistance aux antibiotiques. Voilà. Par exemple. Le cytoplasme chez les eucaryotes contient des organettes intracellulaires comme mitochondries et chloroplaste.
Elle contient aussi des membranes internes comme le circulant de plasme de l'appareil de Golgi. Et les ribosomes sont de taille 80S. La taille des ribosomes, c'est 80S. Alors que chez les bactéries, leurs ribosomes, ils ont une taille de 70 Swedberg. Et l'absence des organismes de structures présentes. Au choix des S, Swedberg, c'est l'unité qui permet de mesurer la taille du ribosome, le poids du ribosome, c'est la vitesse de sédimentation des protéines. Okay? La paroi chez les eucaryotes, il pourrait être présent comme il pourrait être absent. Donc c'est facultatif. Par exemple, nous, les humains, les animaux, les insectes, nous n'avons une paroi, c'est clair? Mais les plantes, ont une paroi. La structure de la paroi, s'il existe, tu comptes simple ou tu comptes variable. Tu as les végétaux. Généralement, tu as soit l'aîné, soit la médane, généralement, ils comptent cellulose. Ce sont des polysaccharides. Micro simples, ok? Ce sont des polysaccharides constitués de cellulose ou bien de chitine. Chitine, ça existe chez quoi? Chez les insectes, les crustacés et tous les insectes, ont une couche de chitine. Donc c'est un peu dur. Mais chez les prokaryotes, la paroi est omniprésente. C'est obligatoire. Toutes les bactéries possèdent une paroi. D'ailleurs, c'est essentiel pour leur vie. Les bactéries, lorsqu'ils perdent leur paroi, elles n'arrivent pas à faire face aux conditions de leur milieu. Sauf les mycoplasmas. Les mycoplasmas ont des bactéries qui échouent dans le milieu intracellulaire. Ils échouent dans le système تاعنا. وبالتالي ils ont développé une structure particulière. Une structure qui est très particulière. Donc, généralement, ils n'ont pas besoin de parois. Pour cette raison, l'absence de parois ne les dérange pas. Okay? Généralement, la paroi, il est de composition très complexe. Il contient des sucres inhabituels, des polymères inhabituels. Ça veut dire dans la rigidité et n'est pas approuvé. Elles sont vraiment très dures. Okay? Ce sont des peuples de glucane chez les bactéries. Chez les archaeobactéries, elles ont des polymères d'autres matières. Généralement, elles ont même des polymères de type protéique, dans la chaîne protéique, mais qui ont une rigidité très importante à la paroi bactérienne. Par rapport au métabolisme énergétique, donc les eucaryotes, généralement leur métabolisme est assuré par des organettes spécialisés, c'est le cas de chloroplaste ou bien mitochondrie. Okay. Et généralement, ce métabolisme se fait en aérobie, ça veut dire en présence de l'oxygène. C'est clair? Sauf qu'en quelques cas, par exemple, lorsque l'oxygène n'arrive pas aux cellules, certains types de cellules peuvent se basculer à une forme de dégradation du glycose en absence de l'oxygène. Ce qui va induire à l'accumulation de l'acide organique, parce que généralement, lorsqu'on fait une oxydation, une fermentation, ça veut dire un métabolisme énergétique en absence de l'oxygène, généralement les produits de ce métabolisme connus des acides organiques, c'est quoi les acides lactiques. C'est la raison pour laquelle un sportif, lorsqu'il fait un travail intense et sans relâche, continue, des fois le rythme cardiaque n'arrive pas à suivre l'activité musculaire. Donc, les muscles, ils auront besoin de grandes quantités d'oxygène, alors que les poumons n'arrivent pas à pomper assez d'oxygène. Les cellules musculaires vont travailler quand même dans l'absence d'oxygène. Lorsqu'ils travaillent dans ces conditions-là, ils vont produire de l'acide lactique. L'acide lactique va gêner les contractions musculaires et la personne va avoir ce qu'on appelle des crampes. On a des crampes. Ça se dit quoi? Ça se dit التكدس الحمض الناتج عن احتراق السكريات ولا الجلوكوز بعدم وجود اكسجين
نظرا للنشاط العضلي المتسارع. Généralement, si les prokaryotes métabolisme énergétique icône associé à la membrane cytoplasmique, ça veut dire la chaîne oxydative, avec la chaîne de transfert d'électrons, سلسلة انتقال الإلكترونات التي من خلالها يتم عملية التنفس وبالتوازي عملية إنتاج الطاقة. دونك هذيك بالنسبة للبروكاريوت تتم في لا ممبران au niveau de la membrane. Alors que chez les eucaryotes تتم dans des organes spécialisés si le cas تاع الميتوكوندري ولا chloroplaste. La mitochondrie bien le chloroplaste. Généralement, ce métabolisme il pourrait être soit aérobie, soit anaérobie. Dans certains bactéries, ils ont les deux, anaérobie facultatif. وكاين certains qui sont aérobies stricts لازم لهم الهواء ولا ما يديروش. وكاين وحدين لازم لهم وسط ما فيش اكسجين ولا ما يديروش métabolisme énergétique. C'est clair? Bon, j'espère que j'étais un petit peu clair, malgré que j'étais très vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, s'il vous plaît, par rapport à cette comparaison entre les cellules eucaryotes et les cellules prokaryotes. Oui? Je suis patient, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, allez-y. Alors, s'il vous plaît, bon, si vous n'avez pas de questions, c'est le moment d'arrêter le cours. Okay? Si vous avez des questions, allez-y. Bien. Attendez 2 minutes. Monsieur. Oui. الفروة عنده وظائف مثلا في الحماية. دوك لي ميكوبكتيريا اللي يكونوا انتراسيلولير منين يوفروا هذا منين نعملوا هما صديق الحماية كي تكون الحماية كيكونوا في لا ناتشور كيكونوا في لونفيرونمون برا كيكونوا في لونفيرونمون هنا ما عندهمش حاجة تحمي ما عندهمش وسط فيزيولوجي يحميهم بصح في جسمنا وسط الفيزيولوجي مثلا الضغط الاسموزي نتاعو ثابت لا طونسيون تاعنا ثابت وبالتالي لا ممبران ما يتاثرش مثلا ما كانش اعداء بزاف داخل ما كانش دي زاجون بريداتور بزاف ما كانش لي لوفير ما كانش لي بروتيست باسكو لي باكتيري تغداو عليهم لي بروتيست ياكلوهم لي بروتوزوا كاع يتغداو عليهم مي باغ اكزومبل جسمنا انتراسيلولار ما يحتاجوش لابار سي كلير هما اصلا ممكن يبداو ديفلوبي هاد لاكتيتيد نحاول لاباروا اصلا باش ليشونج بيناتنا يكون باسي كاين لي ريكيتسي ثاني هما يكونوا في جسم الانسان بس هاد ليكيتسي عندهم لاباروا مي لي ميكوبلازما ايروبلازما هادو كاع ما فيهمش لاباروا اوكي صح وما يتاثروش بعمليه تغير الضغط تاع الوسط لانهم اصلا في الوسط الضغط تاعو متوازن. Il n'y a pas de question, je vais copier le podcast. Okay? C'est clair? Bon, j'espère que j'ai été un petit peu clair avec vous. Inch'Allah, s'il n'y a pas de questions, on va arrêter le cours et on va reprendre ça Inch'Allah dans les prochains jours, les plus proches. Okay? Mais s'il vous plaît, la prochaine fois, essayez d'être dynamique. Il faut être dynamique. Un biologiste, c'est quelqu'un qui est dynamique. Dynamique. يتحرك كيما نخليه يتحرك هكذا لازم هو دو بوجي اوسي. المهم بالتوفيق ان شاء الله وان شاء الله اعلن على الدرس القادم بنفس الطريقه ان شاء الله. بعثت لنا ليان et on fait notre cours. À la prochaine fois ان شاء الله. Si vous avez des questions علاش تخلوهم la prochaine fois. Au début de la séance, je peux prendre vos questions. Ok? Il n'y a pas de souci. Bon, il faut pas me remercier. Merci. Ça, c'est mon devoir aussi. Et ça fait grand plaisir qu'on est en contact comme ça pour échanger des connaissances. Ok? Allez, au revoir pour tout le monde. Merci.